Donc bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Nous allons parler de téléphone aujourd'hui, nous allons parler de téléphone. Alors, ce que l'on constate, c'est que les comportements de vos clients ont plus changé en 20 ans qu'en 20 siècles. Donc aujourd'hui, le consommateur s'est peu à peu approprié Internet, il a découvert Internet, il s'est mis à surfer sur Internet, mais il était très inquiet. Donc étant très inquiet, puisqu'il n'avait pas l'habitude, on comprend bien que le téléphone était un support, une béquille virtuelle de ce client qui surfait sur Internet, mais qui n'était pas très à l'aise, tant au niveau du paiement, tant au niveau des produits. Et donc il avait besoin d'un téléconseiller pour le rassurer. Puis le client, finalement, on est tous des clients, vous vous êtes mis à surfer de mieux en mieux sur Internet. Vous avez eu de plus en plus confiance en Internet et en ces sites Internet. Et vous avez finalement un niveau de risque perçu qui a diminué. Par ailleurs, les sociétés, les marques et les enseignes vous ont proposé du self-care, du tutoriel, des FAQ, des aides sur écran. Alors on peut se poser la question, puisque notre surfeur sur Internet est devenu un pro du surf, puisqu'il n'a plus peur, puisque son risque perçu a diminué au fur et à mesure de ses expériences de navigation, que devient le téléphone? A-t-on encore besoin d'un téléphone comme béquille virtuelle, alors qu'en tant que client, on surfe aujourd'hui très bien et que le client est devenu autonome? Donc on peut se poser la question aujourd'hui, quel est l'intérêt du téléphone face à un client autonome sur le web et qui s'est mis à travailler tout seul sur le web? Alors je vous propose, dans le cadre de cette plénière, d'aborder 3 problématiques. Le téléphone aujourd'hui est-il encore utile? Quel rôle du téléphone? Première question que l'on se posera. Seconde question que l'on se reposera, c'est, vous savez, on est passé aujourd'hui à l'ère de l'omnicanal. Il y a donc plusieurs points de contact pour dialoguer et échanger avec le client. Et donc le téléphone est un point de contact parmi d'autres. Quel est le rôle du téléphone dans l'ensemble de ces points de contact et comment gérer ce téléphone dans une stratégie omnicanale qui complexifie les relations avec le consommateur? Et enfin, 3e grande question, ok, on a un téléphone qui s'encastre dans plusieurs canaux. Comment faire en sorte que les gens, les téléconseillers, s'adaptent à ces nouvelles problématiques de relations par téléphone avec les clients? Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 personnes que je suis heureuse de vous présenter. Donc Gaël Salin, qui se présentera un peu plus précisément après, Fatih Toko et Serge Martin, c'est un prénom. Donc je vous propose de vous laisser la parole pour que vous lisiez un peu quel est le périmètre de votre action au sein de votre entreprise, puis on abordera les 3 questions qui ont été posées. Je précise aussi que la conférence est interactive, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, elles seront posées aux intervenants. Oui, bonjour Régine, bonjour à tous. Donc, je suis Gaëlle Salin, directrice de service client particulier à EDF, donc en tête des centres de relations clients et des 5000 conseillers qui traitent les demandes clients pour les clients particuliers d'EDF. Bonjour à tous, je m'appelle Fatih Toko, je suis directrice de la relation client La Poste en ligne, c'est laposte.fr en fait, le site laposte.fr. Bonjour, Serge Martin, je suis directeur service client chez Carglass, donc toute la relation transverse, donc du prospect jusqu'au client qui a fait son job chez nous, content ou pas content, et quels que soient les canaux, on est ouvert, on est dans l'assistance, vous le savez, on est ouvert 24 heures sur 24 et on a globalement 2 millions de contacts par an pour situer un peu les volumes. Bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, le téléphone. Alors le téléphone semble être stratégique pour certaines entreprises, mais il semble de manière assez étonnante arriver dans des entreprises qui l'utilisaient très peu. Donc j'ai évidemment envie de poser la question à laposte.fr. Laposte.fr avait très peu de téléphones. Vous nous dites, on est allé jusque la digitalisation, jusqu'au bout de cette digitalisation. Pourquoi le téléphone à laposte.fr ? Alors effectivement, sur laposte.fr, pour resituer un peu, on a 12 millions de visiteurs uniques par mois.
Aujourd'hui, pratiquement 85 à 88% des demandes clients sont digitalisées. On a un self-care en fait, qui reçoit le client sur un service d'aide en ligne, puisqu'on est sur un parcours web, hein, c'est un site e-commerçant. Donc le client pose sa question, il a le choix, soit il va sur une FAQ, il pose la question, soit il pose sa question en langage naturel. Il y a un robot d'analyse sémantique, linguistique qui reconnaît sa demande et qui lui répond. On a donc environ 350 000 clics par mois sur la FAQ. Alors souvent, je fais un rapprochement, bon ça ne va pas me rajeunir, mais il y a 20 ans quand j'ai commencé ma carrière, avec 350 000 contacts sur une FAQ, enfin 350 000 demandes d'assistance, on aurait eu environ 250 téléconseillers, voire même plus. Aujourd'hui, on a 60 téléconseillers. Donc, pour vous dire le niveau de digitalisation des demandes, et ces conseillers traitent à la fois Facebook, Twitter, le chat, le téléphone et le mail. Donc, on a 50 000 contacts par mois, 55 000 à 60 000 contacts par mois, et sur ces 60 000 contacts, on a environ 25% de téléphones aujourd'hui. Donc pourquoi on s'intéresse au téléphone? Parce que, bon, un peu comme dans tous les métiers, hein, on revient un peu à un rééquilibrage entre le digital et l'humain. Voilà. Et on voit aussi que dans la relation client, l'humain est un peu le nouveau levier de l'enchantement. Donc pour nous, le téléphone est extrêmement important. Ce n'est pas des demandes simples, c'est des demandes complexes, des demandes sensibles. Parce que vous imaginez que quand 9 fois sur 10, on a trouvé sa réponse sur le self-care, forcément, quand on veut parler à un téléconseiller, on a une bonne raison. Donc ça, c'est la raison principale. Donc pour nous, c'est un levier de personnalisation. Enfin, nous, on en parle en interne avec 2 mots, c'est personnalisation et création de valeur. Je ne sais pas si je peux développer. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, bien sûr. Donc, on a pris l'habitude, en plus, avec les nouveaux canaux de contact digitaux comme le chat, de choisir en fait à quel moment on veut parler aux clients. Par exemple, sur le chat, on a une stratégie de ciblage très claire où on décide de parler à des clients, soit parce que c'est des clients qui ont une forte valeur en termes de consommation, de portefeuille, de panier moyen, soit on veut leur parler parce qu'on sait qu'ils sont dans un parcours sensible, où ils sont à un moment d'insatisfaction ou à un moment faible de leur parcours client. Mais maintenant, on a envie de faire exactement la même chose avec le téléphone. On a envie d'aller chercher le client au moment où on a envie de lui parler. Donc le téléphone, on n'est plus comme il y a 15-20 ans où on avait l'impression que c'était un tsunami et le boulot du directeur de la relation client, c'était de créer des digues pour se protéger. C'est plus du tout ça. Au contraire, c'est aller chercher le client au moment où on a envie de lui parler. Donc ça peut être dans un parcours chat. Aujourd'hui, on coupe des parcours chat à un moment parce qu'on se rend compte que le client a besoin d'un contact qui demande plus d'empathie, où on sait qu'on va le perdre parce que dans le chat, le client part tout seul. C'est-à-dire tout d'un coup, on ne voit plus personne, ça veut dire qu'il n'est pas content. Mais on sait le détecter et le téléconseiller lui-même va basculer le client au téléphone. On a appris avec les téléconseillers à reconnaître les clients qui ont besoin de parler à leur conseiller, de parler en direct avec beaucoup plus d'empathie. On va aussi parfois, en gestion de crise, par exemple, on a eu un bug sur la poste.fr, c'est très très rare, mais bon, ça arrive. Mais on va décider tout de suite de fermer tous les canaux et on va mettre tous les téléconseillers sur le téléphone parce que c'est sensible. On est en gestion de crise, les clients ont besoin d'empathie. Ils ne supportent pas qu'on gère la crise par le chat. Ils ont l'impression que c'est une manière de prendre de la distance par rapport à eux. Donc voilà, personnalisation et création de valeur via le téléphone. Et donc on parle effectivement du retour de l'humain. À force de passer des heures sur nos écrans froids, à force d'avoir des réponses automatisées par téléphone, très clairement, il y a un effet balancier où l'humain va reprendre sa place face aux technologies. Donc on voit effectivement le rôle des téléconseillers, du personnel au contact, qui devient un élément de satisfaction extrêmement important. Alors chez vous, Gaëlle, comment ça se passe? Pourquoi le téléphone est-il ou n'est-il pas si important? Alors, chez nous, bien sûr, le téléphone est important, j'y reviendrai. Alors, c'est vrai que la relation avec EDF se digitalise également beaucoup. Le digital rentre vraiment dans nos modes de communication et il y a une attente vis-à-vis de nos clients. Alors, cette digitalisation, elle passe aujourd'hui par le fait, en effet, on promeut la création d'espaces clients. Aujourd'hui, plus de 10 millions de nos clients ont un espace sur lequel ils peuvent avoir des informations sur leur contrat. Ça veut dire aussi derrière beaucoup plus de self-care, beaucoup plus près d'un tiers de notre relation est aujourd'hui en self-care et 38 millions de visites sur notre site. Et puis bien sûr également une appli que nous mettons à disposition des clients et plus de 2 millions d'applis aujourd'hui sont disponibles. Donc une relation qui fait que sur le web nous permet d'aller vers en effet plus de personnalisation, vers plus de connaissances de nos clients. Mais aujourd'hui cette relation, on souhaite également qu'elle soit basée sur la liberté. C'est-à-dire que nous laissons
laissons le choix au client de nous contacter en fonction du mode de relation qu'il souhaite. Il peut faire, s'il souhaite, sa relation 100% web, mais s'il veut commencer sur le web, aller sur le téléphone, faire en physique et également nous adresser par courrier, c'est aujourd'hui tout à fait possible. Et c'est ce que nous appelons également nous, le web humanisé, faire en effet qu'il y ait une complémentarité totale entre le web et le conseiller et l'humain derrière. Alors, le téléphone est vraiment pour nous un mode de relation très important qui va remettre en effet de l'humain dans ce contact client. Alors, à travers notre relation téléphonique et cette complémentarité dont je parlais, nous cherchons bien sûr la satisfaction de nos clients, mais nous allons plus loin parce que derrière cette relation, nous cherchons également la très satisfaction de nos clients. Aujourd'hui, plus de 6 clients, près de 6 clients sur 10 se disent très satisfaits après un contact avec nous, donc y compris après un contact téléphonique. Et derrière, l'enjeu étant vraiment sur l'intégration entre ces différents canaux, parce que en effet, le client a aujourd'hui une vision très large des différents points de contact que nous pouvons lui offrir. Et il est très important, en effet, que s'il a commencé, par exemple, son processus de mise en service sur le web et qu'ensuite il nous appelle pour avoir un renseignement et qu'il puisse le reterminer ensuite de nouveau sur son appli ou sur le téléphone, qu'il ait le sentiment, en effet, que ce différent passage puisse se faire sans couture. Donc c'est effectivement très important pour nous que nous puissions assurer ce parcours sans couture. Et puis, comme je disais, le téléphone apporte de l'humain. Et voilà, sur cette notion de web humanisé, je pense qu'à l'heure où beaucoup de la digitalisation, on parle beaucoup du numérique, la place de l'humain est extrêmement importante. Donc effectivement, le téléphone, pour lui accorder la place, pour accorder de nouveau la place à l'humain, qui est un élément extrêmement différenciant, on a l'impression que la proposition de plusieurs canaux, c'est finalement un moyen d'offrir de la liberté aux clients, la liberté de pouvoir répondre et utiliser ses canaux préférés. Mais effectivement, l'enjeu de demain, face à la multiplication des points de contact, c'est vraiment une cohérence entre ces points de contact. C'est assez compliqué, c'est en train de se mettre en place, et on verra que le consommateur, quand il est allé sur un point de contact, ses attentes envers le prochain peuvent être modifiées. Je pense que c'est la difficulté. J'ai vu aussi que certaines entreprises décidaient de réduire le nombre de canaux parce qu'elles n'étaient pas capables de gérer ces canaux et forcément ça génère de l'insatisfaction. Aujourd'hui, le client il a l'habitude d'une certaine liberté. Alors chez Carglass, quelle est la problématique? Le téléphone est-il important? On est sur des univers un petit peu différents. Quelle est la problématique? Alors, contrairement à la poste en ligne, nous avons encore beaucoup de chargés d'assistance, conseillers clients, chargés d'assistance. Ça représente globalement les 3/4 de nos contacts. 2 millions de contacts par an, multicanaux, c'est-à-dire que nous mettons à disposition du client le canal qu'il souhaite. On n'est pas encore dans le canal, je pense qu'on en parle un petit peu après, mais il y a différents canaux de communication. 3/4 de nos contacts entrants, c'est du téléphone. Pourquoi? En tout cas, c'est mon explication. Nous avons un mode d'interaction avec nos clients qui est assez atypique. On voit notre client une fois tous les 7 ans. Je pense que chez EDF, on est plus souvent en relation avec son fournisseur. J'imagine, en tout cas moi en tant que client, je suis plus souvent en relation. La poste en ligne, j'imagine également qu'on est en relation avec une récurrence plus forte. Chez Carglass, c'est une fois tous les 7 ans. Et puis, ce sont des problématiques compliquées. On n'est pas dans la vente de produits, on est dans l'assistance. Et très clairement, l'arrivée du multicanal ou de l'omnicanal fait que le client qu'on a changé aussi. Et quand il nous appelle, il sait globalement ce que nous allons proposer, il sait ce que nos concurrents vont proposer. Ça reviendra sans déflorer le troisième sujet sur l'impact humain. Donc le rôle du collaborateur, qui était avant uniquement, entre guillemets, de prendre le rendez-vous, aujourd'hui, c'est de créer la différence avec un discours plus commercial. Donc une interaction une fois tous les 7 ans, sur une problématique plutôt complexe. Nous avons des durées de communication, alors sans rentrer trop dans le détail technique, qui sont supérieures à 10 minutes. Donc je pense que ça parle à tout le monde. J'ai beaucoup travaillé pour Orange, SFR, Bouygues, les telcos, on est plutôt à 3 minutes 30, 4 minutes de DMT. Là, on est supérieur à 10 minutes, parce que prendre un rendez-vous pour un pare-brise, alors aujourd'hui, ça me paraît naturel, ça ne l'était pas du tout il y a 5-6 ans quand je suis rentré chez Carglass. C'est compliqué, il faut la bonne carte grise pour le bon véhicule, pour le bon pare-brise, parce qu'il y a plusieurs pare-brises par véhicule, et il faut la bonne carte verte pour la bonne assurance, pour la bonne prise en charge. Donc on a encore un poids du canal téléphonique qui est énorme. Je ne sais pas si on a vécu ce balancier, parce que le digital n'est jamais monté très très haut chez nous. On a une petite baisse du canal téléphonique, on a 1/4 de digital. Et puis, je suis moi personnellement convaincu que les différents canaux permettent de passer beaucoup d'informations, de l'information pratique, concise, rapide,
instantané. Et le client veut de l'instantané. On est tous clients, on veut de l'instantané. Aujourd'hui, on a une demande. Ça nous paraît même naturel d'avoir une réponse pratiquement immédiatement. Mais toute la partie empathie, la partie, alors on parle de service client, d'expérience client, j'ai même lu voyage client il y a quelques semaines dans la presse. Pour moi, elle passe par le sentiment, elle passe par l'empathie, elle passe par ce qu'on va pouvoir faire ressentir aux collaborateurs. Et juste un exemple, nous avons une partie, alors qui est encore un petit peu silotée chez Carglass, qui concerne un service consommateur ou réclamation, qui va rappeler tous nos détracteurs. Alors Gaël, vous parliez aussi de la satisfaction ou du NPS. On est très attentif au NPS chez Carglass. On a 83% de collaborateurs, de clients qui sont plus que satisfaits parce qu'ils sont promoteurs, donc ils font promotion de la marque. Et tous les détracteurs, 2-3%, nous avons pris la décision de les rappeler. De les rappeler pour comprendre et pour essayer de transformer une réclamation qui est négative, nativement, en une opportunité de progresser. On a essayé de reprendre contact avec eux par du SMS, par du mail, par du chat. On s'est vite rendu compte que pour identifier la réclamation du client, pourquoi il n'était pas content, pour recréer un rapport humain, c'était plus simple, en tout cas pour nous, ça dépend des entreprises certainement, de le faire par téléphone. Donc un point important, beaucoup d'empathie, et toute notre relation, on y viendra après, elle est basée sur l'humain. Alors il faut sûrement humaniser le digital, ça rejoint le web humanisé. Il faut sûrement apporter plus de digital à l'humain en disant aussi aux clients, il y a une relation téléphonique, mais vous avez accès à d'autres canaux. Sachez, vous pouvez avoir une confirmation par SMS, par mail, aller sur votre self-care. Mais nous, l'humain est encore vraiment très, très au cœur de notre relation, via le téléphone. D'accord, donc le téléphone a un canal finalement qui permet beaucoup de résolution de problèmes, hein, on le sait, le canal et son instantanéité. Alors le téléphone donc revient, visiblement il semblerait que le côté humain est extrêmement important, les consommateurs en ont un petit peu assez de relations formatées, industrialisées. Quand on est sur Internet, on sait à peu près prévoir ce qui va se passer. Quand on appelle et qu'on tombe sur un opérateur avec un script, on n'est sûrement pas enchanté, voire on est insatisfait. Donc non seulement le téléphone revient au cœur de la relation client, mais il est en train de se métamorphoser. C'est-à-dire que l'humain, est-ce qu'on se passera de script demain? Est-ce qu'on accueillera au téléphone de manière différente les clients? On peut se poser la question. Alors le téléphone revient, et le téléphone, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, il est dans un ensemble de points de contact, l'omnicanal, parmi un ensemble de points de contact que peut être Twitter, que peut être Facebook, que peut être un magasin, que peut être un vendeur en magasin. Donc on a un ensemble de points de contact, et l'expérience du client avec une marque ou avec une enseigne va être jalonnée par l'ensemble de ces points de contact. Et ça transforme complètement son expérience d'achat. Pourquoi? Parce que d'abord, on a une fragmentation de cette expérience d'achat. Et qui dit fragmentation peut indiquer perte de lisibilité, perte de sens de l'expérience vécue par le consommateur. Donc, question qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une cascade de canaux, très clairement, parce que le client veut être libre de choisir. Et moi, j'ai l'impression, je me pose la question de savoir, est-ce que cette multiplication des canaux n'a pas entraîné la dilution de la responsabilité de chaque canal? Finalement, avant qu'il y ait un seul canal magasin, eh bien, le magasin est obligé de répondre à notre requête et de trouver une solution. Maintenant, est-ce que la multiplication des canaux n'entraîne pas une dilution de la responsabilité et le client devient une balle de ping-pong entre différents canaux qui vont se renvoyer la balle? Alors, c'était la petite anecdote. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous ou si finalement, il y en a tous vécu ça, hein, ce côté extrêmement irritant où on avait l'impression d'être une balle de ping-pong. Et à un moment où le client a repris le pouvoir, qu'il a l'impression de savoir gérer sa vie, être pris pour une balle de ping-pong, c'est extrêmement irritant. Donc, j'avais une question, effectivement. Alors, pour Fatih, vous parlez de cascade de canaux. Alors, qu'est-ce que vous signifiez par cascade de canaux? Et est-ce qu'il y a un rythme ou une succession de canaux qui est préféré en fonction du parcours client, en fonction de la psychologie du client, etc.? Non, en fait, effectivement, quand on a 85% des demandes qui passent par le self-care, on a également, j'en ai pas parlé tout à l'heure, un chat communautaire. Donc, quand les clients arrivent en contact, en fait, sur notre centre de contact, ils ont la possibilité d'avoir soit du mail, Facebook, Twitter, le chat ou le téléphone. Donc, c'est vrai que le client a le choix. Comme je disais tout à l'heure, on peut aussi l'orienter. Nous, on arrive à créer une fluidité dans les canaux. On a beaucoup de chance parce qu'on a créé, en fait, notre centre de contact de toutes pièces. Ça a été des salariés de la Poste, en fait, qu'on a formés sur l'ensemble des canaux. Et la chance énorme qu'on a, c'est que les téléconseillers, on les appelle les web conseillers, puisqu'on est sur un site en ligne, sont formés à l'ensemble des canaux et passent d'un canal à l'autre toute la journée, voire même
ils traitent des canaux en parallèle. Ils peuvent faire Facebook, Twitter et faire à côté du téléphone. Enfin bon, il y a des canaux qui ne sont pas compatibles, mais en tout cas, pratiquement 3-4 fois dans la journée, ils changent de canaux. Donc ça, c'est formidable parce que finalement, ils ont une fluidité énorme. Ils sont capables de basculer eux-mêmes quelqu'un de Facebook à Twitter au téléphone, du chat au téléphone et vice-versa. Donc ça, c'est la première chance énorme qu'on a. On a une deuxième chance, c'est qu'on est sur un site web. Donc on a des éléments de connaissance client assez facile à identifier. On a des ID clients, on sait reconnaître les clients en situation de difficulté sur le site. Donc on peut décider à un moment du parcours. Je vous donne un exemple. On a un client qui reste plus de 20 secondes sur une page, on va dire juste au-dessus du panier. On sait le reconnaître et on sait dire, au bout de 20 secondes, on lui pousse un bouton flottant pour cliquer sur le bouton chat. Si le client ne souhaite pas avoir le bouton flottant, on peut décider de le pousser avec une mise en relation avec le téléconseiller. Donc il y a vraiment cette possibilité de suivre le client dans son parcours. Bon, ce que je vous dis, c'est quand même à prendre avec des pincettes. On est dans des modes pilotes, on n'est pas complètement, tout ça n'est pas complètement industrialisé, même si ce n'est pas l'objectif. Mais on sait effectivement éviter aux clients de rester dans un espèce de tunnel, dans une espèce de seringue. Pour nous, quand on est dans un canal, on n'est pas obligé de rester dans ce canal jusqu'au bout. Si la demande est trop sensible, s'il y a un besoin de basculer, les téléconseillers ont toutes les casquettes et ils savent basculer les clients d'un canal à l'autre. Alors, par exemple, on a encore des web conseillers qui ont quelques difficultés, ce n'est pas des difficultés objectives, hein, des appréhensions à aller sur Facebook, Twitter, donc ils vont rentrer sur les réseaux sociaux de manière progressive, mais en général, les web conseillers adorent être sur tous les canaux, d'abord parce que pour eux, c'est du bien-être, ils basculent en permanence, la journée est beaucoup plus agréable, et puis surtout, pour répondre à la question, on sait retrouver, on a le frein de l'outil, donc on va changer d'outil, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal un écosystème avec plusieurs solutions, chat, social media, téléphone. Tout ça va être imbriqué d'ici la fin de l'année, mais les web conseillers finissent par retrouver leurs clients. Souvent, on est à peu près à 20-30% des clients qui passent sur Facebook, souvent, on fait une demande téléphonique avant. Donc, il est tout à fait possible qu'ils retrouvent leurs conseillers, qu'ils arrivent à passer d'un canal à l'autre et retrouver le canal. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'éviter les tunnels, d'éviter d'être en mode seringue de bout en bout. Le bout en bout, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est la fluidité des parcours. Et quand on aura déployé notre nouveau CRM, on sera capable de dire à un client, bah, écoutez, je vous passe un autre téléconseiller parce que c'est vous que vous avez eu il y a 2 jours sur Facebook ou Twitter, donc vous le retrouvez comme ça. Donc ça, c'est très important. Connaissance client, polyvalence des canaux, ça encore, c'est un peu un retour arrière, hein, parce qu'on a eu la période polyvalence, la période canaux dédiés. Nous, c'est parfaitement polyvalent. Enfin, on en parlera tout à l'heure, il y a forcément des impacts en formation, mais l'idée, c'est de la bascule permanente. Alors, autre chose aussi, pour parler de la fluidité entre les canaux, quand le client est sur le self-care et qu'il pose sa question en langage naturel, on sait reconnaître des mots qui sont des mots anxiogènes. Voilà. Le robot d'analyse sémantique sait reconnaître réclamation, enfin je dis ça existe jamais à la poste, mais bon, voilà, on peut entendre des mots escrocs plusieurs fois, j'appelle une association de consommateurs. Tout ça, aujourd'hui, notre prestataire sait, avec le robot d'analyse sémantique, reconnaître ces mots. On ne le fait pas encore bien, mais on commence à faire des tests et l'idée, c'est de l'industrialiser. Donc, on saura, dès le self-care, sortir le client de son parcours parce qu'on sait qu'il a besoin, il est déjà en niveau 2, il est déjà sur un moment d'anxiété dans son parcours et on saura effectivement le basculer vers un téléconseiller. C'est tout à fait pareil pour le chat communautaire. Aujourd'hui, on a un chat communautaire, donc des experts clients qui s'aident entre eux à l'intérieur d'une console. On a demandé à notre prestataire de savoir sortir les clients du chat communautaire quand ils ont besoin d'être basculés pour parler à un téléconseiller. On ne sait pas le faire aujourd'hui, parce que c'est un univers un peu fermé, le chat communautaire, mais de toute façon, tous les prestataires, toutes les solutions digitales qu'on a, l'idée, c'est toujours de demander à notre prestataire d'avoir des solutions de bascule. Sur le Click to Chat, on est en train de lancer un bouton, donc le prestataire, c'est UAdvise, qui permet de basculer directement en Click to Chat, en Click to Call, ou en web callback en fonction de si c'est le week-end et que les équipes ne sont pas disponibles, ou en click to community pour se mettre en lien avec la communauté de clients. Voilà, donc pour nous, c'est du transverse total. Là, on développe la première application mobile M-Commerce qui s'adosse sur un objet connecté. On s'est posé la question, on s'est dit, voilà, on a une application commerce qui développe des usages sur les objets connectés. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plein de gens qui nous ont dit, attendez, on est sur une appli mobile, on parle d'objets connectés, vous n'allez pas mettre le canal téléphonique ? Ben si.
il y aura le formulaire self-care. Et à la fin du self-care, êtes-vous satisfait de votre réponse? Oui, non. Si le client n'est pas satisfait, il aura un bouton direct pour être en relation avec un téléconseiller. Donc même sur ces nouveaux devices, même sur des modes de consommation très modernes, il y a la digitalisation, mais il y a toujours une porte de sortie pour personnaliser la relation client. Merci Fatih. Donc effectivement, ce qu'on retient, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est ces téléconseillers qui vont passer d'un point de contact à un autre et qui adorent ça, hein, je reprends votre terme, ils adorent changer de point de contact. Alors je me dis, face à un client qu'il retrouve, il y a peut-être une question ludique, et puis on recherche finalement son conseiller. Hein. Peut-être que demain, on va revenir à des conseillers tant que c'est possible, attribuer à des clients, qu'on ait l'impression que quelqu'un nous suit vraiment et s'occupe vraiment de nous, que l'on n'est pas un numéro. Alors comment ça se passe, Gaëlle, chez vous? Quand est-ce qu'on utilise le SafeCare? Quand est-ce qu'on utilise le téléphone? Et comment vous gérez cette succession de canaux finalement? Alors, en effet, comme je vous disais, ce que nous souhaitons à EDF, c'est laisser le choix au client et de pouvoir, en effet, faire en fonction de son appétence, de son habitude, de sa problématique, de nous contacter en fonction du canal qu'il aura choisi. Alors, tout à l'heure, vous parliez, en effet, de cette dilution des canaux de responsabilité. Au contraire, c'est vraiment une opportunité aujourd'hui, puisque à travers le profil de nos clients et la diversité des canaux qui sont proposés, il peut aller en effet exprimer son contentement ou son mécontentement parfois également sur le compte Twitter, Twitter EDF, son compte Facebook. Il peut également téléphoner, faire une réclamation sur le web ou nous appeler. Et donc toute cette complémentarité de canaux permet justement de recueillir l'expression de nos clients et puis derrière de transformer peut-être ce mécontentement avec un effet waouh et une satisfaction ou une très satisfaction comme je vous disais. Nous, cette approche omnicanal, elle est très exigeante pour nous. Alors en effet, parce qu'en termes de nombre d'appels, nous avons plus de 100 000 appels par an, plus de 100 000 appels par jour, 30 millions d'appels par an. Et c'est vrai que l'enjeu étant pour nous de faire en sorte que dans la diversité des cas, eh bien, le client puisse retrouver sa problématique et qu'elle soit abordée de la même façon, avec le même professionnalisme, quel que soit le canal. Et du coup, ça nécessite en effet que nous ayons une approche dans la façon de traiter les problématiques, les processus, un client qui déménage, un client qui veut résilier, un client qui veut poser une question sur sa maison secondaire, de faire en sorte que nous ayons une approche cohérente en fonction des différents canaux, le web, le téléphone, en fonction des outils derrière des différents systèmes d'information qui sont utilisés. Ça nécessite en effet d'avoir une vision très décilotée, y compris dans notre façon d'aborder les processus, d'avoir une approche vraiment cohérente vis-à-vis du client. Et puis, on se rend compte également que ça va faire évoluer le métier du conseiller, puisque, en effet, le client va de plus en plus sur le web pour se renseigner avant, en effet, pour avoir des informations sur nos processus, sur nos offres, sur les solutions que nous leur proposons, sur les conseils en matière d'économie d'énergie. Et finalement, le client, alors, quand il arrive au téléphone, on est à peu près sur aujourd'hui, plus d'un tiers des clients sont allés se renseigner sur le web. Alors, on est moins que peut-être dans le commerce ou dans le e-commerce où on est près de 80% des clients sont allés avant sur le web se renseigner avant peut-être de se rendre en magasin. Nous, on est à un niveau plus faible. Pour autant, on voit que le client, quand il arrive au téléphone, il a finalement une approche plus ferme de ce que nous pouvons lui proposer. Il a peut-être déjà en tête une solution, il a peut-être déjà une opinion assez plus ancrée et finalement, ça va être plus exigeant pour nous pour arriver à le faire évoluer ou pour le convaincre ou certainement pour le satisfaire également, quoi. Ouais, effectivement, on a montré dans le retail, à travers différentes études, qu'un client qui s'était renseigné sur le web, quand il arrivait en magasin, savait déjà à peu près ce qu'il voulait, avait des idées arrêtées puisqu'il s'était renseigné. Et c'était donc quelqu'un qu'il fallait gérer de manière extrêmement différente qu'un client qui serait vierge de toute déambulation virtuelle. Donc effectivement, réinventer ce nouveau point de contact à la lumière d'un client qui attend autre chose parce qu'il est allé sur le web avant. Alors on peut se poser la question, et vous, alors, chez Carglass, est-ce que vous êtes plutôt omnicanal ou multicanal? Alors on aimerait bien être omnicanal. Pour l'instant, nous sommes multicanal. On se rejoint tous les trois sur le fait que le digital n'est pas pour moi un objectif, c'est juste une obligation de prendre le virage digital parce que le client veut avoir accès à différents canaux. Alors après, on peut sûrement pousser un canal plus que l'autre. Mais dans tous les cas, ce sera toujours le client qui va décider, en fonction du moment dans la journée, en fonction de son besoin, en fonction de sa disponibilité, est-ce qu'il va préférer. Nous sommes sur LinkedIn, Viadeo, Twitter, Facebook.
le SMS, on lance le chat, on est beaucoup moins avancé que vous sur le chat. Nous n'avons pas encore de robot sémantique, mais très clairement, c'est génial. On doit y arriver au bout d'un moment pour nous aider à prendre des décisions. Donc on essaye vraiment de mettre à disposition le canal qu'on veut. Et l'image que je donne aux équipes de Carglass, c'est notre impression, en tout cas en interne. Il y a une sorte de tronc commun qui est le canal téléphone, mais un peu discontinu, qui était continu avant, qui est maintenant discontinu, avec des canaux, autres canaux, plutôt digitaux, qui vont s'intercaler. Je rejoins aussi EDF sur ce que vous avez dit. Le client aujourd'hui, il est beaucoup plus apte à prendre une décision motivée. Motivé dans le sens où il a comparé avant, alors plus ou moins en fonction du produit qu'il va acheter. Il s'est renseigné, il connaît la concurrence, il veut de l'instantanéité. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons tous de l'instantanéité. Donc le fait de mettre à disposition différents canaux de communication en fonction du besoin et du moment du client, ça permet, en tout cas on l'espère au maximum, de répondre de manière très rapide, voire instantanée au client. Parce qu'on sait que si le client n'a pas sa réponse tout de suite, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas il n'a pas de réponse de la part de la marque, il va potentiellement aller sur les réseaux sociaux, sur des blogs, exprimer son contentement ou son mécontentement. Alors ça a créé aussi de la polyvalence. Vous parliez de polyvalence entre les canaux. On verra après de la polyvalence chez les collaborateurs, parce que pour passer d'un canal à l'autre, on rejoint l'humain, mais qui est derrière le canal digital. On essaye vraiment de prendre en compte le fait que le client peut pratiquement instantanément, sur un Twitter où il va avoir 1000, 10 000, 100 000 en fonction des personnes, followers, exprimer quelque chose. Donc nous sommes aussi très en veille par rapport à tous les blogs et la toile, avec une équipe qui va faire de la veille pratiquement en temps réel, modérer, reprendre contact avec les clients. Je parlais de reprendre contact avec les détracteurs qui n'ont pas eu une expérience client satisfaisante, mais également quelqu'un qui va juste dire sur Internet « j'ai été déçu par une publicité ». Alors même si on est rarement déçu aussi, j'espère, chez Carglass. En tout cas, voilà, on va être très en veille sur les différents canaux avec un point fédérateur, je pense, qui est l'humain sur le canal téléphone et l'humain sur les différents canaux qui vont s'interposer. Est-ce qu'on est en mesure de suivre le changement de canal, le changement de canal, de passage d'un canal à un autre? Alors je pourrais vous dire oui parce qu'il y a du monde aujourd'hui, mais pour être honnête, non, on ne sait pas le faire aujourd'hui. On gère, je pense, plutôt pas mal canal par canal. Aujourd'hui, on commence à rapprocher certains canaux. Je rejoins le cas du CRM. Il faut aussi un CRM qui soit intelligent, qui sache faire. Aujourd'hui, il se peut qu'on ait un client, malheureusement, ou un prospect, qui soit allé nous voir sur notre compte corporate LinkedIn, qui est pris parole. Il va nous rappeler une demi-heure après par téléphone, ou on l'aura en chat, et on ne pourra pas reconnaître effectivement que tel pseudonyme sur Twitter correspond à telle adresse mail sur LinkedIn et tel numéro de téléphone. Donc on est en train de réfléchir. Déjà, on est en train de refondre totalement notre site web avec un parcours, si le client le souhaite, qui sera full digital. Donc pour prendre un rendez-vous du début à la fin, encore une fois, s'il le souhaite, avec des canaux d'aide comme le chat, le click-to-call, le web callback, qui sont pour moi des bons canaux qui rejoignent parfaitement un bon mariage entre l'humain et le digital. Mais aujourd'hui, non. On est entre le multicanal, l'omnicanal. L'objectif, c'est fin 2016, de pouvoir tracer dans le bon sens, encore une fois, pas tracer pour suivre, mais tracer pour éviter, parce qu'on parlait aussi de risques potentiels dans le multicanal, il y a une frustration qu'on connaît tous, c'est quand on nous fait répéter les informations. Je suis allé sur un canal, j'ai donné mon nom, mon prénom, mon immatriculation, je parle de Carglass pour l'immatriculation, j'appelle une heure après sur un autre canal où je vais sur LinkedIn, on va me redemander les mêmes informations. Il y a zéro valeur ajoutée pour le client, il y a de la perte de temps, très clairement, perte de temps, donc insatisfaction. Le client va se rendre compte qu'on n'est pas du tout omnicanal, même s'il ne met pas le nom derrière, il se rend bien compte qu'il y a un souci, il y a un manque de fluidité. Donc c'est un de nos gros objectifs pour 2016. Alors vous avez dit au début qu'effectivement le fait de proposer plusieurs canaux, c'était un moyen de proposer à différents endroits des informations, c'est-à-dire que le consommateur va trouver des informations sur les différents canaux. Alors j'aimerais poser cette question à tous les trois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les canaux émettent des informations différentes, voire divergentes, hein? Il y a des études qui ont été faites qui ont montré en visiteur mystère que je n'ai pas forcément la même information selon le canal que je vais interroger. Alors comment on fait quand les points de contact peuvent être amenés à donner des informations divergentes? Est-ce que ça arrive? J'imagine que oui. Et comment est-ce qu'on évolue pour aller vers de l'amélioration en termes de cohérence des informations? L'un ou l'autre Alors, juste très rapidement. Nous, les deux grands canaux de communication, donc 75% c'est de la relation téléphonique, et on a une petite partie, c'est le client qui a un bris de glace un matin quand il se lève et qui va dans notre réseau
réseau intégré, plus de 400 centres. Et on s'est rendu compte, c'est pour ça que votre question est vraiment très pertinente, je trouve, que quand nous interrogeons les clients sur qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été contents, pas contents, ou promoteurs, détracteurs, ils vont parler de l'empathie. Est-ce qu'on a décroché rapidement alors on parle de QS au téléphone, mais le temps de décrocher, quel que soit le canal, l'instantanéité, la disponibilité. Ils vont parler après du produit, le rapport qualité-prix. Et ce qui arrive en troisième, c'est la cohérence du discours. Est-ce que le discours qu'on a eu au téléphone, nous avons globalement 300 collaborateurs en interne au centre de relations clients. On s'appuie également sur 2 prestataires qui travaillent pour nous, qui ont à peu près 150 positions, donc quand même 450 personnes en temps réel, 24 sur 24. Mais est-ce que l'information sur quand est-ce que mon rendez-vous aura lieu, combien ça va me coûter, combien de temps ça va me prendre, est-ce que je suis garanti à vie, est-ce qu'il aura les mêmes informations? Et on se rend compte que le client va juger l'information en tant que telle, est-ce qu'il trouve l'information pertinente, est-ce que ça le satisfait, mais surtout est-ce qu'il y a une logique, est-ce qu'il y a une cohérence, et est-ce qu'effectivement les différentes informations vont se recroiser. Et quand ce n'est pas le cas, il nous le dit instantanément. Et dans les verbatim NPS, parce que tous nos clients qui font un job chez Carglass reçoivent la semaine suivante, on ne veut pas encore faire du à chaud, on est entre chaud et froid, on est tiède. Donc la semaine suivante, ils reçoivent une enquête NPS, où ils vont noter une NPS, des verbatim, qui seront très intéressantes pour nous pour comprendre l'insatisfaction. On va ensuite parler de reviews, les étoiles Google, qu'on retrouve sur les restaurants, les cinémas. Parce qu'on est très content de dire en interne qu'on a 83 de NPS. Mais est-ce que le NPS, ça parle à notre client final? J'en suis pas convaincu. Les étoiles, effectivement, on va voir un film, il a 4 sur 5, on va dans un restaurant qui a 4,5 sur 5, ça nous parle. Donc on essaye vraiment d'avoir une cohérence, une fluidité, une cohérence de canal et une cohérence totale de discours. C'est pas simple, mais je pense qu'on va l'aborder dans le troisième point, c'est que s'il y a de plus en plus de polyvalence dans nos équipes, potentiellement on a la même personne derrière chaque canal, donc la fluidité va être augmentée. Sur la partie, je voudrais juste ajouter une petite chose sur la partie de la cohérence. C'est vrai que le frein, on en a parlé tout à l'heure, c'est les outils, mais on vit quand même une époque formidable parce qu'il y a quelques années, on passait notre temps à faire des soutenances, des appels d'offres pour acheter des centres d'appels clés en main sur des durées d'appels d'offres qui étaient très très longs. Aujourd'hui, moi, si je peux me permettre un conseil, il y a beaucoup de prestataires qui testent avec nous des nouvelles solutions parce qu'ils apprennent aussi le digital et il ne faut pas hésiter à aller voir des prestataires pour poser des questions. Nous, on s'est rendu compte avec notre prestataire Selfcare, un jour, on lui a dit, mais si finalement on arrivait à contextualiser la réponse qui a été apportée sur le self-care pour l'apporter au téléconseiller pour faire du bout en bout et pouvoir rebondir. Est-ce que vous allez faire? Écoutez, on ne sait pas faire. 6 semaines après, oui, c'est possible. Quand on demande à notre prestataire chat communautaire, est-ce que ce serait possible de sortir le client du chat communautaire pour le basculer sur du click-to-call et arriver directement sur un téléconseiller? Écoutez, on ne sait pas si on va savoir faire. Moi, je vous parie que dans 2 mois, on sort la solution. Donc, il faut vraiment... Pour moi, c'est très, très important. On est dans un monde digital hyper agile et tous les prestataires avec qui on travaille maintenant comprennent et savent trouver des solutions avec nous. Il faut faire des tests, il faut faire du test and learn, il faut tester des choses. Parfois, c'est 6 semaines. Parfois, là, le chat communautaire, on l'a testé depuis le 1er décembre. Maintenant, on est sur le retour sur expérience et on commence à demander des solutions aux prestataires. Et les prestataires savent très bien que la pérennité de leur offre, c'est justement l'omnicanal avec le bout en bout, la fluidification des parcours et la contextualisation. Donc l'idée, c'est à chaque prestat, on lui dit la solution, elle est bien, en soi, elle est très bien, mais moi, si je ne sais pas contextualiser le contact que vous avez eu dans votre outil avec le contact qu'il y aura demain ou après-demain avec un téléconseiller, ça ne m'intéresse pas. Donc j'insiste beaucoup sur ce point-là. Allez-y, posez des questions. Les prestataires apprennent avec nous, c'est vraiment la nouveauté et il faut en profiter pour faire des tests ensemble. Merci, je crois que Gaëlle voulait rajouter quelque chose. Alors, un point, en effet, c'est vrai que la multiplicité des canaux fait qu'on prend le risque d'apporter des réponses différentes au client par rapport à sa problématique. Je ne cacherai pas qu'en effet, on n'est pas à l'abri de ce type de situation. Alors, je pense que c'est ce que je faisais référence tout à l'heure, c'est que ça nécessite en effet un désilotage extrêmement important dans la façon d'aborder, de construire nos réponses. Et puis, en effet, un partage de l'ensemble des entités qui sont concernées dans des grosses structures qui peuvent être comme les nôtres ou avec les volumes de clients effectivement que nous gérons, de faire en sorte que le web soit très proche du canal téléphonique, soit très proche en effet de nos processus et de réflexion qui sont toujours en amélioration. Alors après, la divergence dans la réactivité qui peut être faite sur le web, vous testez un discours, le lendemain vous le changez, vous apportez une réponse, vous pouvez mettre à jour très rapidement le type de réponse ou de la façon d'aborder une solution. Ce que vous pouvez faire sur le web est parfois plus difficile à mettre en œuvre
grave quand vous devez toucher, comme je disais, mes 5000 conseillers, quoi. Donc c'est important aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons pour faire en sorte de rapprocher ces pas de temps entre le web et l'humain. Après, c'est là où je reviens sur le sujet en effet de notre plénière, qui est sur l'importance du téléphone et de l'humain. Cette disparité finalement qu'on peut avoir, on compte beaucoup à EDF sur finalement le conseiller qui va apporter une relation humaine à plus de valeur ajoutée et qui doit ne pas forcément que compter sur tous les outils et qui vont apporter des informations, permettre de mieux personnaliser la relation en fonction de ces informations sur son logement, sur son compteur. On va avoir des informations qui vont lui permettre de donner des conseils plus personnalisés, mais en même temps c'est quand même l'humain qui va réussir à comprendre que le client a eu peut-être un parcours un peu chahuté entre le chat ou entre le téléphone ou entre le web, et d'arriver à comprendre quand il va prendre l'appel, de comprendre sa situation, très vite bien la cerner et lui apporter la réponse. Donc on est là sur une valeur, un contact humain à beaucoup plus forte valeur ajoutée, et ça bien sûr ça s'accompagne. D'accord, donc on a l'impression finalement que notre téléconseiller, c'est le point de couture entre les canaux, c'est le pont entre les canaux, c'est celui qui va rendre de l'intelligibilité entre une expérience en pointillé réalisée sur plusieurs canaux. Donc je trouve ça très intéressant. Donc on a montré que le téléphone redevient extrêmement important pour remettre de l'humain, pas pour son utilité, mais pour l'humain, bien sûr, pour son utilité aussi. Deuxième élément, qu'il s'intègre dans un ensemble de canaux. Et troisième élément, puisque l'humain redevient au cœur de la relation, bien évidemment, on se pose la problématique des conseillers. Alors les conseillers, les téléconseillers, on a la même problématique évidemment sur les vendeurs, sur les téléconseillers. Comment ça se concrétise en interne pour finalement changer cette posture de remettre l'humain et d'accompagner ce client peut-être à travers les canaux? Je sais que chez Gaël, c'est très important, me semble-t-il. Moi, j'avais vraiment la question, c'est est-ce qu'il existe encore des scripts, par exemple? Est-ce que quand on appelle, on sait que on va être un numéro parmi des numéros et on aura 8 noms et voilà, une expérience prévue, anticipée et bien triste qui me laissera une espérance, voilà, j'imagine. Non, à EDF, donc nous n'avons pas de script. Alors en effet, nous c'est plus la crainte en effet vis-à-vis de nos clients d'être le PDL, ce qu'on appelle chez nous le PDL ou le BP. C'est pas le numéro d'immatriculation comme à Carglass, mais non, nous n'avons pas de script. Alors en effet, c'est extrêmement important d'accompagner cette démarche auprès de nos conseillers, parce que ce développement de la digitalisation, donc qui va vraiment vers plus de self-care et vers qui répond à des attentes vraiment parfois non exprimées par les clients. Donc c'est vraiment important qu'on ait cette complémentarité, et pour que finalement le client ressente tous les bienfaits de cette complémentarité, il faut qu'il soit promoteur, il faut que le conseiller soit promoteur finalement du déploiement sur le digital, ce qui n'était pas forcément quelque chose de gagné, parce que des fois, le sentiment de laisser le client, d'abandonner le client sur un autre canal dont on n'est pas certain que finalement ce canal va lui apporter toute la satisfaction que le conseiller pouvait lui apporter jusqu'à maintenant. Donc on a entamé toute une démarche en effet pour prendre ce virage du numérique et faire en sorte que les conseillers soient les promoteurs de nos offres digitales, avec une vaste transformation, avec bien sûr de la formation, parce que finalement on s'est également rendu compte que tous les conseillers ne connaissaient pas forcément ce qui aujourd'hui EDF proposait sur le web, proposait sur la partie publique, la partie privée, ne connaissaient pas forcément les solutions dans le détail qui étaient proposées pour tout ce qui est le suivi de ces consommations ou les matières, notamment la solution que nous proposons aujourd'hui à travers Équilibre, ne connaissaient pas non plus forcément l'appli EDF et moi qui était mise à disposition. Donc il était important de faire en sorte que les conseillers bien sûr, et leur espace client, et leur appli, et cette solution Équilibre, connaissent et se sentent à l'aise finalement avec ce qui était proposé sur les autres canaux, quoi. Et puis, même si beaucoup de conseillers aujourd'hui sont très geeks aussi, sont très connectés dans leur vie personnelle, finalement, le lien n'était pas forcément fait entre le personnel et le professionnel, et donc ne connaissaient pas tous le monde du web, le monde du digital. Et donc, on a également mis en place des modes de formation, de professionnalisation, d'accompagnement un peu différents, comme le reverse mentoring, où les plus geeks de nos conseillers ont parfois accompagné les plus seniors ou les moins appétents au digital pour évoluer dans ce monde-là.
Alors les choses ont bien évolué puisqu'aujourd'hui les téléconseillers vont dire aux clients n'hésitez pas à aller sur notre site. On sait qu'il y a encore 5-6 ans, ils étaient souvent perçus comme concurrents et le digital leur faisait peur. C'est encore le cas. On sait que la peur du digital par les équipes de vente existe encore. Alors chez Carglass, est-ce qu'on sent encore finalement cette peur de l'autre et cette peur que l'autre finalement empiète sur notre terrain? Alors, juste avant le digital, pour rebondir par rapport au script, il y a 2-3 ans, on avait fait une étude chez Carglass, on avait un script qui était vraiment très, ce qu'on appelle pas bien aujourd'hui, avec un point numéro 1, un point numéro 2, il y avait 20-25 points de passage, et on avait pris les 20 meilleurs collaborateurs en qualité, ce qu'on appelait nous la qualité, c'est ce que je respecte bien mon script, et puis on a regardé est-ce que les 20 meilleurs sur 300, 350 étaient les collaborateurs qui avaient le meilleur NPS, et on s'était rendu compte que non. Ils faisaient très bien leur travail, ils respectaient le script, mais ce n'était pas automatiquement ce que le client attendait. Et de plus en plus avec les différents canaux, il faut que le collaborateur, le chargé d'assistance, s'adapte. Et aujourd'hui, alors dire qu'on n'a pas de script, ça serait mentir. On n'a plus des vrais points de passage, on appelle ça plutôt, on a 5-6 grands jalons. C'est un peu comme une roadmap. On a une début, une fin, on sait qu'on a globalement un discours au téléphone, on va écouter, on va poser des questions, on va reformuler, on va prendre congé. Et les 5-6 points de passage, on peut les passer globalement dans le sens où le collaborateur se sent le plus à l'aise et qui vont répondre, il essaye de répondre au mieux aux besoins du client. Après, par rapport au digital, on parle beaucoup du digital par rapport au client final, c'est mettre à disposition le bon canal digital pour le client. Nous, on s'est rendu compte chez Carglass que le digital faisait très peur au début aux collaborateurs. Peur pour 2 raisons, je pense. La première, tout le monde, et moi le premier, il y a 3-4 ans, le digital, à part Facebook, ça ne me parlait pas beaucoup. Et nos collaborateurs sont assez jeunes, ils maîtrisent Facebook, ils maîtrisent WhatsApp, je pense que ça parle à tout le monde, ils maîtrisent Viber. Quand on commence à parler de LinkedIn vidéo, ils maîtrisent un petit peu moins. Quand on parle de Twitter, tout le monde connaît, mais c'est pas simple. En tout cas, je suis très honnête, moi j'ai pas trouvé simple au début. Donc il y a besoin à la fois de les rassurer sur qu'est-ce que le digital. On peut rejoindre la symétrie des attentions. Ce qu'on veut donner à notre client final, il faut aussi le donner, essayer de le donner à nos collaborateurs en termes d'accompagnement pour être promoteurs effectivement du produit et du canal. Donc les accompagner, les former, leur montrer comment ça marche. Nous, on fait quelque chose de tout bête chez Carglass. Nous faisons des petits déjeuners digitaux. Donc on va regrouper 20-30 collaborateurs un matin avec des croissants, des viennoiseries et des jus d'orange pour parler de Twitter, pour savoir comment utiliser Facebook. Une anecdote, quand on a lancé Facebook il y a 2 ans à peu près, c'était pour notre client final, ce n'était pas pour nos collaborateurs. Et on s'est rendu compte que quand on essayait de faire vivre une petite communauté, alors c'est pas très simple, on n'est pas sur un produit très sexy, le pare-brise, donc créer une communauté autour du pare-brise, c'est challengeant. Mais en fait, ce n'était pas le client final qui répondait sur Facebook, mais c'était les collaborateurs entiers qui répondaient. Mais on n'avait pas créé sinon c'était un intranet. Donc il fallait expliquer à chaque fois le rôle et l'utilisation du digital. Donc ça, c'est une peur peut-être par méconnaissance. Et l'autre peur qu'on a vécue il y a à peu près 12-18 mois chez Carglass, c'est que dans le digital, il y a le self-care. Et le self-care, c'est aussi, on ne va pas se mentir, c'est baisser le taux de contact. C'est répondre plus facilement, avec plus d'instantanéité par rapport aux besoins du client, mais c'est aussi baisser le taux de contact et baisser les coûts. Donc les collaborateurs, ça a fait peur. Nous, il y a 12 mois, quand on a annoncé qu'on travaillait sur un nouveau site digital avec un parcours possiblement totalement en ligne, effectivement, ça fait un peu peur. Donc on a essayé, et moi je les ai rassurés, en tout cas j'ai essayé, j'espère que j'ai réussi de les rassurer, sur le fait que ça va changer le métier. Pour moi, ça ne va pas détruire de l'emploi. Ça va créer des emplois, ça peut créer certains emplois, plus high level en termes de technique, geek, pour en prendre un mot, ou en tout cas, ça va créer de la polyvalence. Et le collaborateur qui faisait avant du front, du middle, du back, c'était très siloté. Aujourd'hui, et ça a été dit, c'est de moins en moins siloté. Le collaborateur doit être plus polyvalent, il doit monter en compétences. C'est aussi une opportunité pour lui d'enrichir son métier. Donc le gros challenge, moi que j'ai vécu chez Carglass, qu'on a vécu avec mes équipes, c'est vraiment d'intégrer au mieux le digital, alors multicanal, pas encore omnicanal, je l'ai dit, de rassurer, d'accompagner sur qu'est-ce que le digital, comment on utilise les différents canaux, et puis de rassurer sur le fait qu'on n'est pas en train d'enlever de l'emploi, on est en train de changer le métier de la relation client. Mais je pense qu'on l'a tous partagé ce matin, donc à tous les 3, on est tous d'accord sur le fait que l'humain restera au centre de la préoccupation. On a tous besoin d'humains. Et même si sur un site internet, sur un chat, on peut trouver un prix, un horaire, un process, avoir quelqu'un qui va vous rassurer sur le fait que votre pare-brise il est garanti à vie, sur le fait qu'on est à votre disposition s'il y a un besoin. Je suis convaincu que cette réassurance, cette empathie,
Ce lien émotionnel, c'est un grand mot qui est compliqué à créer, mais si on arrive à créer ce lien émotionnel, en tout cas, on le crée plus facilement par téléphone que sur un canal un peu dématérialisé ou froid. Oui, alors si on travaille sur le bien-être du consommateur, on se rend compte pour avoir une sensation de bien-être, le consommateur il doit avoir l'impression d'avoir une compétence perçue, donc de se sentir compétent, mais il a un fort besoin d'appartenance et d'affiliation avec les autres. Donc on voit bien que le téléphone, finalement, en appui du digital, le digital c'est je suis autonome, mais le téléphone, je crée du lien social, et tout ça, ça me crée un sentiment de bien-être, d'autant plus qu'on arrive à résoudre mon problème s'il y en a un. Fatih, alors chez vous, quels sont les impacts en interne donc sur les conseillers de cette évolution? Alors nous, comme je disais tout à l'heure, comme ils sont polyvalents et qu'ils passent d'un canal à l'autre, finalement, ils ont été formés à tous les canaux. 2015, pour être très honnête, ça a été plutôt les formations sociales. Ça a été plutôt comment répondre sur Facebook, Twitter. Le chat, donc nous, notre problématique était plus sur l'écrit, puisque tous ces nouveaux canaux emmènent et des compétences nouvelles sur l'écrit et puis des postures qui sont différentes. C'est toujours difficile quand on s'appelle La Poste de répondre à un client qui fait de l'humour sur le même ton, parce qu'on représente quand même une certaine marque et un certain sérieux. Là, maintenant, en 2016, pour nous, toutes les formations vont être plutôt sur le sortant. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, enfin même Serge en a parlé quand même en donnant des exemples. On a parlé beaucoup de téléphone pour personnaliser, pour créer de la valeur, mais il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la proactivité. Nous, on utilise de plus en plus ce téléphone pour faire de la proactivité. Donc, on a fait 2 tests. Enfin, le premier test qu'on a fait en novembre, on a appelé une cohorte de clients haut de portefeuille qui avaient des régressions de comportement sur online, des régressions de consommation. On voyait une baisse des consommations sur les paniers d'achat, une baisse de nombre de produits mis au panier. On a demandé à nos téléconseillers de rappeler en sortant ces clients, donc c'est des clients haut de portefeuille, forte valeur, donc demander ça à des téléconseillers, c'est vraiment, pour reprendre l'idée de Serge, c'est vraiment redonner de la valeur à ce métier, de dire c'est vous. On a tout. Nous, on est sur un site. Tu disais tout à l'heure que la Poste étant avancée. Sur le digital, on n'est pas avancé, c'est juste qu'on est un site e-commerçant. Donc nous, on a tout, on travaille tous les jours avec les équipes du marketing digital. Donc on sait tout faire. Donc quand on demande, on sait reconnaître le client, on sait lui pousser le chat, on sait lui dire attention, tu vas abandonner ton panier, je te rattrape. Tout ça, on sait le faire avec des techniques digitales. Donc quand on commence dans ce contexte à dire à un téléconseiller, j'ai besoin de toi parce que tu es la seule personne qui peut aller chercher ce client-là, parce que de toute façon, on peut avoir toutes les techniques digitales qu'on veut. Un client qui n'est pas online, on ne peut pas le récupérer. Voilà. Donc le seul moyen, c'est de l'appeler. Donc, comme disait Serge, pour rebondir toujours sur cette idée, on redonne vraiment, c'est la posture qui est plus importante que la compétence technique. La seule compétence technique, finalement, sur le téléphone qui va rester, c'est l'empathie, se mettre à la place du client. Nous, on n'a pas de script, parce qu'on a cette chance-là, c'est que c'est une plateforme qui a été créée très récemment de toute, j'ai failli dire de toutes pièces, mais avec des conseillers qui ont été formés pour travailler sur la poste en ligne, mais vraiment proactivité très important, former au sortant, pour nous c'est le plus important, et puis donner des exemples. On disait tout à l'heure, est-ce que les conseillers peuvent avoir peur finalement? Est-ce qu'il y a une concurrence entre le digital et le physique? Nous, on a fait des tests, on parle beaucoup de tests, j'en reparle encore même avec les téléconseillers. On a fait un test de chat en ligne. C'est pas compliqué. Quand au bout du 1er au 29 février, on dit aux téléconseillers, vous avez généré 150 000 euros de chiffre d'affaires sur le chat, ils se rendent compte que ce qu'ils ont eu en moins, forcément, ça a été valorisé. Quand on leur dit, on leur dira demain, vous avez appelé des clients qui avaient un niveau de NPS inférieur à, et du coup, le niveau de NPS global a évolué, c'est que du bonheur pour les téléconseillers. Donc la concurrence de canaux, il n'y a pas. Il faut juste expliquer et puis donner des preuves avec des tests qui montrent, qui rapportent de la valeur. Alors de la valeur, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de la satisfaction. Donc valeur financière et valeur en termes d'amélioration de la satisfaction client. Bien, merci beaucoup. Justement, ça renvoie à une des questions. C'est que on dit que la peur du digital, c'est aussi finalement en fonction du chiffre d'affaires qui va être attribué à chaque canal ou de l'atteinte des objectifs. Donc comment on sort finalement de cette problématique financière? Est-ce que chaque canal a des objectifs à atteindre et on sait que si c'est fait sur un autre canal, finalement on ne les réalisera pas? Est-ce que vous êtes confronté à ce type de problématique?
peut-être l'aborder sur la question toujours, moi, de la complémentarité. En effet, on voit aujourd'hui que globalement, quand on va sortir une nouvelle offre ou proposer une nouvelle solution à nos clients, on va regarder dans quelle mesure la complémentarité des canaux va jouer dans la promotion de cette offre et dans la souscription derrière. C'est vrai qu'on est toujours dans la démultiplication des moyens. Via le web, vous allez pouvoir collecter les emails et donc pouvoir ainsi toucher de façon beaucoup plus proactive et effectivement plus économique des millions de clients, quand par le téléphone, en sortant, vous pouvez toucher quelques milliers. Et inversement, derrière, on voit en effet que quand le client appelle, eh bien, la qualité de la relation et l'humain qu'on y met derrière va permettre de transformer l'essai de façon plus efficace peut-être que finalement un mail qui a été envoyé. Donc on est beaucoup plus sur la complémentarité que ce que rapporte chacun des canaux, quoi. D'accord, donc pas de problématique financière particulière. Alors il y a une autre question qui nous demande, est-ce que finalement, puisqu'on parle de l'humain, il vaut mieux un rendez-vous par téléphone, donc un téléconseiller, ou en face à face? Alors on a aussi des options qui sont le click to vidéo, ou le click, donc on va voir finalement son téléconseiller en vrai. Hein. On sait qu'aujourd'hui sur les sites web, on met des photos des gens pour qu'on puisse voir qu'il y a vraiment des gens qui travaillent derrière. Est-ce que c'est une solution de voir son téléconseiller quand on dialogue avec lui? Alors, c'est certainement une solution. Nous, on a lancé un petit test il y a quelques mois, alors qu'on a arrêté, qu'on va relancer. C'est un peu de la visio en centre. Encore une fois, nos clients peuvent aller dans notre réseau intégré. Ils vont dans un centre. Dans les gros centres, il y a potentiellement de la queue de temps en temps, parce qu'il y a plusieurs clients qui vont arriver à la même heure. Au lieu que le client attende, on mettait une petite tablette, alors qui était un peu c'est pas une bonne image, mais une borne de réservation, un peu comme on trouve à la SNCF pour aller retirer nos billets, où ils pouvaient scanner ces documents. Donc on est dans le digital, on était aussi dans l'humain, parce qu'ils voyaient, c'était pas un avatar, c'était un collaborateur qui était derrière. Il y a sûrement le mix des deux, on n'est pas encore trouvé, alors il faut trouver le bon process, est-ce qu'il faut parler pareil aux collaborateurs quand on se voit? On s'est rendu compte, parce qu'on essayait d'un peu de monitorer, et de faire on fait beaucoup de tests aussi, ça rejoint la poste en ligne, on s'est rendu compte que quand on voyait le client à distance, le client disait, alors ça vaut pour Carglass, hein, je ne sais pas si ça vaut pour le reste, osait moins nous dire qu'il refusait le rendez-vous, parce que le dire par téléphone, c'est plus simple que le dire quand on a le regard de la personne en face. Par contre, ils allaient un peu moins au rendez-vous. Par téléphone, c'est un peu l'inverse. Le client nous dit facilement qu'il ne va pas au rendez-vous. Par contre, quand il nous dit qu'il y va, on a très peu de pertes. Donc il y a sûrement un bon mix. On a parlé du click-to-call, du web callback. Moi, je pense, ou le chat, 3 canaux qui mettent vraiment une complémentarité, un bon mariage entre l'humain et le digital. Mais oui, il y a sûrement encore des bornes. Alors j'étais il n'y a pas longtemps, je passais devant un concessionnaire à Paris qui vendait des voitures. Il avait une borne tactile en façade du magasin pour le soir et le week-end, où effectivement on pouvait screener et faire défiler les voitures, prendre rendez-vous pour un essai. Il y a sûrement un mix des deux à faire. Je pense que c'est encore un peu tôt pour nous, parce qu'on est dans une relation qui est compliquée, qui est rare. Mais oui, je pense que demain, WhatsApp sera un canal de communication. Alors WhatsApp, Messenger, on n'a pas parlé de Messenger. Je sais qu'il y a 2-3 grands acteurs qui font des tests aujourd'hui sur Messenger, qui rejoint pour moi totalement l'omnicanalité. Ça permet d'être instantané et de suivre l'historique avec de la photo, avec de la vidéo et avec du texte. Bien, mais il nous reste à vous remercier. Un grand merci à tous les trois pour ces informations extrêmement intéressantes. J'aimerais simplement conclure en disant que finalement le téléphone aujourd'hui reprend sa place. Et comme on dit, effectivement, il va générer de la valeur ajoutée, ce téléphone. Et comme on dit en interne chez Decathlon, le téléphone va générer de la chaleur ajoutée, c'est-à-dire le téléphone, un point de contact fondamental dans la relation avec vos clients. Merci en tout cas d'être venus et puis au plaisir de vous revoir.